parler du musée d'art et d'histoire et surtout du problème de la transformation, enfin des modifications à apporter régulièrement dans un musée à la présentation des collections permanentes. Vous connaissez, je pense, l'ADA. Il y avait un petit curriculum vitae dans la présentation de la conférence, dans l'invitation à la conférence. Vous trouverez aussi beaucoup d'indications sur Internet, mais il ne faut pas chercher à l'Ada Umstetter, il faut chercher à l'Ada Mamedova, qui est son nom de jeune fille, un nom de famille qui viendrait du Caucase. Mais l'Ada ne vient pas directement du Caucase, elle vient simplement de Moscou, où elle est née, et dès sa plus tendre enfance, elle a appris à connaître la vie des musées en même temps qu'elle a appris à connaître le lait maternel, pratiquement. Cependant, on pourrait la voir là, dans sa carrière, une influence génétique, mais ça n'était pas sa première ambition. L'Ada était jouée très très bien aux échecs. Et vous savez ce que en Union soviétique, combien les espoirs en échecs, comme les espoirs en sport, les joueurs d'échecs étaient assimilés à des sportifs, étaient choyés, couvés, poussés vers les sommets pour la plus grande gloire du régime et du pays. Donc, une carrière de championne d'échecs s'ouvrait devant elle quand elle s'est aperçue qu'elle préférait lire les grands classiques de la littérature européenne et s'occuper d'œuvres d'art. Elle a rompu avec les échecs, ce qui, étant donné le système et les circonstances, demandait quand même un certain courage et une certaine détermination qu'elle a conservée. Elle a donc commencé des études d'histoire de l'art qu'elle a menées à bien à Moscou. Les études normales terminées, elle a commencé une thèse à Moscou sur l'église du plateau d'Assis et les œuvres d'art qui la décorent. C'est un ensemble extrêmement connu. Cette thèse, elle l'a soutenue à Moscou en 2003, très brillamment, et la thèse a immédiatement été publiée, mais je regrette pour ceux qui ne lisent pas couramment le russe, elle a été publiée en russe. Mais en 2003, elle était déjà depuis 6 ans à Genève. Auparavant, d'ailleurs, elle avait fait un séjour aussi d'études en Israël, elle avait travaillé dans un musée américain, elle s'était familiarisée avec la télévision et le cinéma, bref, une formation très large. Elle est donc venue à Genève, où elle a entrepris une thèse qu'elle n'a malheureusement pas encore eu le temps de terminer, sur Saint-Gria. Mais nous ne désespérons pas de voir un jour une très grande exposition consacrée au peintre Saint-Gria, qui la mérite bien. Mais à côté de cela, elle a enseigné à l'université et elle a également travaillé au musée, où elle a mis la main sur un fonds totalement oublié de dessins donné par une artiste russe de Saint-Pétersbourg qui était l'épouse d'un médecin genevois. Ce fonds, elle lui a permis de faire une exposition qui a été présentée au musée en 2007 et à La Chaux-de-Fonds, au musée de La Chaux-de-Fonds en 2008, parce qu'en 2007, elle était devenue la conservatrice du musée de La Chaux-de-Fonds. Je pense que vous connaissez tous ce musée d'une architecture très belle et aux collections fort intéressantes. Elle succédait à plusieurs conservateurs successifs qui avaient très bien fait leur travail, mais on peut dire que les 10 ans qu'elle a passés à La Chaux-de-Fonds resteront comme une période faste, sinon la grande période de gloire du musée de La Chaux-de-Fonds. Elle a en effet organisé un nombre important de très importantes expositions. Et chose remarquable, bien qu'elle ne fût pas de La Chaux-de-Fonds, presque toutes ces expositions étaient en rapport avec la ville ou la région. Je pense à la grande rétrospective du peintre Claude Levert, je pense au très bel hommage à la galerie d'Ittesheim de Neuchâtel,
ce qui a valu au musée 2 ans plus tard une belle donation de la galerie. Et je pense surtout à cette immense exposition sur Le Corbusier et la photographie, avec un comité scientifique international qui réunissait les plus grands spécialistes de la question, qui a été suivie par une exposition consacrée à un autre enfant du pays, Blaise Cendrars. Mais la dernière très grande exposition qu'elle a organisée était tout à fait différente. C'était une exposition qu'elle avait préparée à Genève pour le musée d'ethnographie et qu'elle a pu enfin réaliser à la Chaux-de-Fonds, une exposition extraordinaire sur la vie quotidienne et les objets de la vie quotidienne en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, avec un énorme catalogue qui est un ouvrage de référence. Donc, je n'ai cité là que quelques-unes de ces expositions. Il y en a cependant une qui me tient particulièrement à cœur à cause du vernissage. Une exposition qui était destinée simplement à mettre en valeur les richesses du musée et qui s'intitulait « Les travaux et les jours à l'époque de l'industrie ». C'était donc des tableaux, soit de l'industrie locale ou régionale, soit de la vie agricole et de la nature, également de la région. Mais lors du vernissage, il y a eu une surprise, une performance. Cette performance avait été imaginée par des personnels du musée et réalisée par ces personnels du musée qui avaient gardé le secret. Cette performance était très touchante, mais ce qui était le plus touchant, c'est que nous étions 2 ans après son arrivée, que cela témoignait de l'affection qu'ils portaient à leur jeune et nouvelle directrice, ce qui est dans un musée quand même quelque chose d'assez rare. Je n'en connais pas d'autres exemples, je dois dire. Cela dit, 10 ans plus tard, donc, elle revenait à Genève, où elle dirige maintenant le département, je ne sais pas comment ça s'appelle, le pôle ou le département, des Beaux-Arts, et elle nous prépare une grande exposition sur le silence qui sera présentée au musée Rath, qui depuis 1910 est le local où sont présentées les grandes expositions du musée d'art et d'histoire. On ose espérer que cela va continuer, bien que, comme vous le savez sans doute, un projet que je me garderai bien de qualifier ici pour épargner vos oreilles, un projet voudrait séparer le musée Rath du musée d'art et d'histoire. Cela dit, elle a au musée même profondément modifié la présentation et c'est de cela qu'elle va nous parler aujourd'hui, ce besoin ou cette nécessité de changer de temps en temps la présentation des collections permanentes. D'avance, je remercie Lada et je lui présente, comme d'habitude, une carte de membre et ce petit ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir, merci Pierre. C'est toujours, merci beaucoup Pierre pour cette belle hommage. C'est vrai que c'est toujours extrêmement difficile de parler après Pierre. Heureusement que je ne savais pas que c'est lui qui va me présenter aujourd'hui parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus en quête que je suis. Parce que c'est vrai, maintenant, mon seul but, c'est ne pas de vous décevoir et que rester à la hauteur de toute cette description qui m'adressait Pierre. Voilà, alors c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, à raconter. Effectivement, je suis arrivée à Genève, retournée à Genève en octobre 2017 pour diriger le domaine des Beaux-Arts au Musée d'Art et d'Histoire. Et c'était vraiment une page tournée après 10 belles années passées à la Chaux-de-Fonds. Effectivement, c'était vraiment une magnifique période. On a pu réaliser 50 d'expositions, on a rénové le musée, on a pu recevoir plusieurs donations, repenser l'accrochage. Et c'est vrai aussi que mes collègues étaient assez extraordinaires. Et c'est peut-être musée, ça devient en deuxième position, mais en premier lieu, je regrette vraiment l'équipe.
mon équipe du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai hésité entre plusieurs sujets pour vous parler aujourd'hui, mais je me suis dit que c'est très important de parler de la collection permanente, parce qu'aujourd'hui, à période où on parle toujours, et première chose qu'on a envie, c'est des grands blockbusters, des grandes expositions, on a tendance d'oublier que les musées, c'est non seulement ces grandes expositions, mais c'est aussi les collections qui gardent ces sortes des grands archives, qui gardent cette mémoire de l'humanité esthétique, artistique. Et effectivement, c'est pas par hasard que chaque fois quand il y a un nouveau conservateur qui arrive, c'est vraiment souvent le cas. Première chose qu'il veut faire, il explique ça par différentes raisons. Je vais aussi trouver une raison pour ça, mais on veut toujours changer l'accrochage. Pourquoi ça? Pourquoi changer l'accrochage, même si on imagine que c'est déjà été bien pensé par nos prédécesseurs? Parce que l'accrochage, c'est pas quelque chose... j'ai juste mis les bels exemples voilà, anciens aussi de la construction du bâtiment Charles Galland, du musée d'art et d'histoire. Pourquoi changer l'accrochage? Mais parce que l'accrochage, ce n'est pas anodin. Par l'accrochage, on peut dire beaucoup de choses, on peut passer beaucoup de messages. On peut vraiment communiquer avec le public, amener nos idées, nos envies, les choses qui nous intéressent et communiquer avec le public. Et évidemment que c'est très important. Moi, je ne vous cache pas que à peu près un mois avant que je devais commencer au musée d'art et d'histoire, je devais commencer le 1er octobre 2017, en septembre, je suis venue en dimanche au musée où j'ai resté, je pense, 7 bonnes heures sur l'étage des Beaux-Arts. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Évidemment que je suis venue à plusieurs reprises au musée d'art et d'histoire avant, en visitant l'étage Beaux-Arts, mais jamais, chaque fois c'était pour voir quelque chose ponctuel, tandis qu'ici je me suis dit, je fais vraiment le tour complet de première salle à la salle suivante. Juste, je vous rappelle, ça c'est un petit plan de cet étage Beaux-Arts qui contient 2000 mètres carrés, qu'on peut faire le tour complet à travers ces grandes salles en enfilade, d'une part, qui sont toujours accompagnées par les petites salles dites les cabinets autour. Alors j'ai passé vraiment plusieurs heures là-dessus, dans ces salles, en réfléchissant, en partant d'une salle à l'autre, en regardant les œuvres. Et c'est vrai qu'un sentiment fort après cette visite, qui est vraiment pour moi était très présente, c'est le sentiment d'incohérence. D'incohérence qui n'est pas lié avec une seule personne, avec une faute de quelqu'un, mais simplement, comme c'est un grand espace, il y avait plusieurs aussi conservateurs qui occupaient cette place avant moi. Voilà, il y a un certain nombre d'années, il y avait un conservateur que j'aime beaucoup, qui est maintenant à Strasbourg, qui dirige plusieurs musées à Strasbourg, Paul Lang, qui a fait aussi tout un travail d'accrochage, de cette communication avec le public à travers, il a raccroché tous les salles. Après, il y avait les autres personnes, les autres collègues, une nouvelle conservatrice qui arrivait, qui changeait une salle par ici, une salle par là. Il y a quelqu'un d'autre qui a amené une autre chose. Et chacun a communiqué et passé son propre message. Et finalement, en septembre 2017, je ne pouvais que constater que, quelque part, comme visiteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, comment comprendre ce message, parce que finalement, il y avait telle quantité de messages différents qu'on était complètement confus. Et alors, juste vous donner un petit exemple, pourquoi, quand je dis l'accrochage, c'est très important. L'accrochage, la présentation des collections, parce qu'effectivement, même visuellement, on peut dire énormément de choses à travers l'accrochage. Par exemple, si par exemple, on voit une œuvre qui est au centre de la salle, une grande dimension ici, même sans connaître cette œuvre, même en arrivant tout de suite, on va penser que c'est une œuvre la plus importante, une œuvre d'une grande importance. Et effectivement, on ne va jamais penser que peut-être cette œuvre-là,
il est vraiment beaucoup plus important que celle-là parce que visuellement déjà, on va aller vers le grand, vers un objet qui tient la place centrale. C'est tout simple, mais c'est vrai que c'est quand même, ça demande toute une réflexion, comment guider le visiteur sans qu'il doit tout de suite lire les textes et connaître tous les étiquettes dites cartels des œuvres, qu'il puisse tout de suite comprendre qu'est-ce qui est important, on va y comprendre le message le plus facilement. Alors, quand je dis l'incohérence, je vais vous donner quelques exemples. Encore une fois, c'est comme j'ai dit, que ces questions, il n'y a pas une faute de quelqu'un, mais c'est vraiment ce concours de circonstances qui a créé cette incohérence. Par exemple, on commence le parcours d'une manière chronologique avec Konrad Witz et les œuvres d'art autour de cette époque. On arrive très rapidement vers une salle qui n'est pas du tout une salle chronologique, qui ne nous raconte pas cette histoire de l'art chronologique, mais salle dite qui s'appelle Envoi napoléonien. C'est un moment d'histoire très important dans l'histoire du musée d'art et d'histoire, quand justement Genève entre dans la France à l'époque napoléonienne et la ville de Genève reçoit un envoi qui était très attendu, il y avait beaucoup des rêves, des idées, des désirs, des souhaits autour de cet envoi. Il reçoit tout en envoi de plusieurs tableaux, vingtaines de tableaux, qui viennent de la France pour enrichir les collections de Genève. Et justement, cet envoi qui aussi, évidemment, comme il y avait beaucoup d'attentes, il amène aussi beaucoup de déceptions. Dans ces œuvres, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont en mauvais état, les autres meilleures, aussi beaucoup d'œuvres religieuses, tandis qu'attentes étaient un peu différentes pour Genève protestante, etc. Et du coup, il y a toute une salle consacrée à ce moment important dans l'histoire des collections du musée d'art et d'histoire. Pourquoi pas on met tous ces œuvres-là, qui sont tous ensemble là, pas parce qu'ils viennent de même époque ou des mêmes pays, où les artistes appartiennent à une même école ou au même pays, mais parce qu'ils étaient tous envoyés dans les mêmes caisses, si j'ose dire, ensemble. Voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'évidemment qu'aujourd'hui, on a un regard différent sur cette collection, cet envoi. Il y a les œuvres d'une importance capitale. Ici, on voit cette œuvre de Véronèse qui reste toujours très importante, mais il y a aussi les œuvres qui peut-être moins importantes, peut-être des artistes qu'on ne considère pas aujourd'hui comme les artistes d'une très grande importance. Mais pourquoi pas ne pas créer, ne pas parler de l'histoire des collections. Mais du coup, on va s'attendre qu'en arrivant dans les salles suivantes, on va continuer à parler de ces histoires des collections, parce que le musée bénéficie plusieurs collections, plusieurs donations extrêmement importantes, surtout à la fin du XIXe siècle, des grands collectionneurs comme Gustave Révillot. D'ailleurs, il y a toujours une belle exposition au musée Ariana consacrée à cette personnalité extraordinaire. C'est quelqu'un qui a vraiment donné beaucoup à cette ville au niveau d'œuvres, qui a amené énormément de choses. Et alors, justement, il n'y a pas de salle de Gustave Révillot. Il n'y a pas de salle de Walter Voll qui a aussi amené énormément d'œuvres dans ce musée. Et on est un tout petit peu perdu. Alors, on ne sait pas où on va, parce qu'après, ça va continuer de nouveau d'une manière chronologique. Et à un moment donné, on va de nouveau retomber, en tout cas, on allait retomber, maintenant ce n'est plus le cas parce qu'on a changé, mais on allait de nouveau retomber dans les salles chronologiques. Après, du coup, il y a une salle consacrée à un naturalisme suisse qui réunit les œuvres, je ne dirais pas un peu anecdotiques, mais les œuvres liées avec cette invention du passé suisse et toute cette quête d'identité nationale qui vont être réunies dans la même salle. Chaque fois, on ne comprend pas où on va. Est-ce que c'est les salles complètement séparées? Est-ce qu'on a une sorte de parcours? C'est toujours pour moi, c'était en tout cas extrêmement difficile. Alors, en vous montrant ces images, tout de suite, j'amène un autre sujet qui est pour moi un sujet très important, qui peut paraître aussi anodin, mais il me semble que c'est vraiment important.
c'est le sujet des couleurs des murs. Parce qu'ici, on voit tout de suite quelques photos de ces couleurs. Et ça, je peux vous dire qu'on a passé des heures et des heures à discuter avec mes collègues cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que, du coup, évidemment que la couleur à laquelle on est habitué aujourd'hui dans les musées, c'est les murs blancs. Parce que, évidemment, mais ça, c'est quelque chose qui arrive pour les tableaux pendant des siècles. Ils n'étaient jamais présentés sur les murs blancs. Il était présenté sur... Il y avait la couleur, la tapisserie, les papiers peints, etc. Alors, comment faire ? Quelle technique, quelle méthodologie choisir? Parce qu'évidemment qu'on peut imaginer, dire, voilà, on va respecter l'histoire, on va faire d'une manière historique, c'est-à-dire qu'on va réfléchir que si on parle de telle époque, voilà, les couleurs de mur à la mode, c'était le pourpre, alors on va mettre les couleurs qui s'approchent le plus à cette époque-là, et on va mettre, par exemple, les tableaux de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle sur ce type de couleur-là. Mais très rapidement, si on prend cette partie, cette idée, on retombe dans des grandes difficultés, parce que déjà, on ne sait pas toujours exactement les couleurs de ces murs. Aussi, évidemment, qu'on peut toujours parler que finalement, la majorité de ces tableaux étaient faits, elle était commandités évidemment par les classes aisées, soit riches, soit voilà, la noblesse. Et on peut imaginer ces intérieurs, mais en même temps, ça dépend des pays. Ça veut dire que peut-être il faut changer un tout petit peu et pas mettre les différentes écoles en même temps. Bon, bref, ça devient tout de suite assez complexe. Alors, très rapidement, on évacue ces couleurs historiques parce que ça paraît très, très compliqué. Mais justement, moi, et de nouveau, ça ne concerne que moi personnellement, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi trouver plein d'explications par rapport à ces couleurs des murs au musée d'art et d'histoire que j'ai vu en arrivant dans ces salles. Moi, personnellement, comme visiteur, encore une fois, je ne suis pas le plus grand connaisseur de cette thématique, c'est vraiment juste émotionnel et personnel, ça m'a dérangé. Par exemple, cette couleur jaune, criard, ça m'a énormément dérangé pour regarder les œuvres. Parce que, justement, c'était une salle dans laquelle on présentait les œuvres des artistes genevois de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, comme notamment Agasse, Topfer, et justement cette œuvre magnifique d'Agasse qui est très forte, moi j'arrivais pas à la voir parce que ce jaune était tellement fort que j'arrivais pas à entrer dans cette œuvre. Mais de nouveau, c'est extrêmement personnel. Je suis sûre que la personne qui a imaginé cette salle comme ça aurait pu vous trouver des belles explications et vous convaincre que ce jaune, il est juste tout ce qu'il faut. Mais moi, ça ne m'allait pas du tout. Comme par exemple cette salle bleue d'Audelaire. Moi, je n'arrivais plus à entrer dans ces œuvres d'Audelaire parce que, justement, pour moi, mettre ces magnifiques paysages d'Audelaire sur cette couleur de mur qui correspond plus ou moins à la palette qu'il utilisait, c'est les tuer un peu. Voilà, de nouveau, c'est très émotionnel. Et évidemment que moi, je me disais que si moi, ça me dérange, peut-être ça va déranger aussi certains publics, certains visiteurs, et c'était toute une réflexion là-dessus, comment faire, comment d'une part imaginer quand même quelque chose de coloré, mais en même temps ne pas partir très loin du blanc, mais surtout, l'idée, c'est d'ailleurs comme dans la scénographie, pour moi, je trouve que la meilleure scénographie, c'est celle qu'on ne voit pas, parce qu'elle est faite pour mettre sur le piédestal les œuvres, et qu'on puisse voir les œuvres essentiellement. Et justement, dans ces salles, ça me dérangeait, parce que pour moi, les œuvres devenaient les éléments de décoration, en fait. Voilà. Ou pas encore un exemple, si on a en couleur, on va s'arrêter là sur cette thématique. Par exemple, il y avait une salle des impressionnistes qui a été mise sur cette couleur verte.
Et de nouveau, j'arrivais pas personnellement à entrer parce que ça devenait beaucoup plus plat. Je n'arrivais pas à entrer dans ces œuvres où il y avait beaucoup de vers, mais ça commençait un peu mélangé entre le support et les œuvres. Et aussi peut-être aussi un élément important ici que je pourrais dire, on peut passer vers une autre thématique importante. Par exemple, aussi, il y avait une salle des impressionnistes, consacrée, parce qu'on a des belles exemples, des belles œuvres des impressionnistes magnifiques dans notre collection. Mais j'ai trouvé que ce n'est pas peut-être une bonne idée de faire au musée d'art et d'histoire salle des impressionnistes, parce que quand un visiteur regarde le plan du musée, il voit salle des impressionnistes. Il a tout de suite une idée très claire qu'est-ce qu'il va voir, il me semble. Il veut tout de suite voir les œuvres extrêmement iconiques qui correspondent à ses connaissances et sa vision d'impressionnisme. Et il va venir dans cette salle déjà avec une vision très claire. Il va être déçu, forcément, parce qu'il va dire « Ah, mais c'est tout ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas telle et telle œuvre que j'ai vue au musée d'Orsay, etc. » Et ça, c'est justement, c'est aussi un des problèmes que j'ai pu repérer. Alors on verra tout de suite comment on a essayé de trouver les solutions, en tout cas qui nous paraissaient intéressantes, à toutes ces questions. Aussi, encore un autre problème, et je pense que ça sera un peu la dernière dans ma liste, c'était les cabinets. Les cabinets qui étaient très sombres, qui sont toujours en grande partie encore, parce qu'on n'a pas encore terminé l'accrochage, ça je vous parlerai tout à l'heure. Ici c'est encore assez lumineux, mais en réalité, moi j'avais l'impression que certaines personnes n'entrent même pas dans ces cabinets parce qu'ils ont l'impression que c'est fermé, parce que c'est extrêmement sombre. Évidemment que j'ai posé tout de suite la question à notre conservateur-restaurateur. On a un magnifique atelier de restauration et vraiment un restaurateur de peinture qui les dirige, Victor Lopez, qui est un très grand niveau et qui est connu. Moi, je les connaissais déjà il y a très longtemps quand j'étais à la Chaux-de-Fonds. Chaque fois qu'on avait des questions et des problèmes difficiles liés à la restauration, je l'ai contacté. Alors, j'allais vers lui tout de suite en disant, est-ce qu'il y a une raison pourquoi ces cabinets sont tellement sombres? Parce qu'évidemment, on sait bien que pour certains types d'œuvres, par exemple les œuvres sur papier, il ne faut pas beaucoup de lumière, parce que la lumière les abîme et c'est irréversible. Alors ici, il s'agissait quand même des peintures qui supportent assez bien la lumière, mais je me disais, est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, c'était un peu par... je ne sais pas, par tradition, par façon de faire, pendant des années ça se faisait comme ça. Et du coup on s'est dit, mais c'est dommage parce que justement il y a cette grande enfilade, on se promène et on n'entre pas dans ces cabinets, parce que c'est un peu sombre, c'est encore à voir autre chose et on ne veut pas y entrer. Voilà, alors je vais vous montrer quelques solutions qu'on a trouvées par rapport à ça. Alors du coup déjà, je voulais vous dire que c'était aussi... on a proposé 2017 et on a ouvert première phase d'accrochage en 1er mars 2018, c'est-à-dire assez vite. Et c'est vrai qu'au début, il y avait plusieurs collègues qui me disaient non, tu verras, c'est pas possible de faire très vite au musée d'art et d'histoire. Mais non, il faut dire que la majorité des collègues, ils étaient ravis de faire ce travail. On a eu des échos incroyables aussi après et pendant notre travail, des surveillants qui avaient envie que ça change, qu'il y a autre chose, parce que c'est vrai que même si on dit les collections permanentes, c'est toujours intéressant de voir à notre égard. Et encore un élément important, quand on parle de cet étage Beaux-Arts, on a environ plus que 9000 œuvres de 15e siècle jusqu'à nos jours, peinture et sculpture pour Beaux-Arts. Et à cet étage, on peut accrocher, on peut présenter maximum 400. Ça, c'est aussi un élément très important parce que, comme vous imaginez, c'est le travail extrêmement dur pour nous. C'est le travail dur parce que c'est le travail frustrant, c'est le travail de choix. Et c'est aussi un travail qui, j'aimerais tout de suite dire, parce qu'il y a cette idée qui revient tout le temps, ce cliché, que tout ce qu'on a dans les réserves, c'est forcément mauvais, et tout ce qu'on présente, c'est forcément des chefs-d'œuvre. Non, ce n'est pas du tout vrai.
On présente bien sûr les chefs-d'œuvre, mais on a aussi les chefs-d'œuvre dans les réserves, et aussi on peut présenter les œuvres peut-être qui portent pas les grands noms d'artistes ou qui paraissent pas les plus connus du monde, mais qui nous permet de raconter l'histoire de l'art, passer un message et présenter des choses qui nous paraissent importantes pour le public. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment cette distinction, et comme vous voyez aussi, par rapport au nombre, c'est impossible. On ne peut pas avoir 400 chefs-d'œuvre et le reste, juste le stockage des œuvres qui ne nous intéressent pas. C'est absolument pas vrai. Alors du coup, au contraire, on a beaucoup d'œuvres importantes et il fallait faire le choix. Et ça, il faut dire que ce choix et ce travail, c'était le travail collectif. Parce que moi, je trouve que déjà, l'accrochage et la réflexion sur l'accrochage, ça doit être collectif. Parce que, justement, on peut voir de différents côtés, voir ces problèmes, et aussi, on augmente les opinions, comme le public aussi, il est différent, et on peut arriver vers quelque chose peut-être plus fort. Alors, évidemment que d'abord, on s'est dit, on a dit qu'on ne va pas répéter les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer, parce qu'on nous a dit tout de suite que c'est impossible de faire toutes les tâches d'un coup, parce que c'était mon souhait. Mais je me suis dit, même si ce n'est pas possible de faire d'un coup physiquement, on va le faire virtuellement, c'est-à-dire qu'on va imaginer cet accrochage sur papier de A à Z. Après, on va faire par rapport aux possibilités, par rapport aux possibilités matérielles de le faire, mais chaque fois qu'on change la salle, on sait exactement qu'il fait partie de tout un parcours qu'on a déjà imaginé. C'est-à-dire qu'on ajoute ces éléments à ce grand puzzle pour finalement le créer, mais on ne fait pas salle par salle ou par petits bouts, on fait tout ensemble. Et justement, pour ça, on commençait à se poser la question, qu'est-ce qu'on doit montrer? Quel message on doit passer au public au musée d'art et d'histoire? Qu'est-ce que le public veut voir au musée d'art et d'histoire? Et le public, c'est large. Évidemment, public, c'est différent. Mais quelque part, public, ça peut être les Genevois, mais les Genevois, c'est aussi très, très large, parce que les Genevois, ça peut être ceux qui sont nés à Genève, ceux qui vivent depuis des années, ceux qui sont Genevois de passage, qui travaillent ici quelques années, ils vont partir dans un autre pays, mais s'intéressent quand même, ceux qu'on doit attirer parce qu'ils ne connaissent rien du tout, mais aussi il y a les touristes qui viennent. Alors qu'est-ce que ces visiteurs viennent chercher? C'est cette question qu'on s'est posée. Et on s'est dit que finalement, finalement, dans notre collection Beaux-Arts, on peut raconter véritablement l'histoire de l'art de la fin du Moyen-Âge à nos jours, à peu près, je dirais, aux années 40 du XXe siècle, vraiment très bien, sans lacune. Même si on n'a pas toujours tous les noms, mais on a quand même tous les mouvements, tout ce qu'on veut raconter, on peut. On commence à avoir un peu de lacunes à partir de la deuxième partie du XXe siècle, où il y a des ensembles aussi importants, mais on n'a pas tout. Mais en tout cas, c'est déjà énorme, tous ces siècles qu'on peut raconter toute l'histoire de l'art. Mais effectivement, on a des belles œuvres impressionnistes, on a École de Paris, etc. Mais en même temps, si un visiteur veut voir Picasso, Soutine ou Modigliani, on a ces œuvres. Mais il ne va pas peut-être venir spécialement au musée d'art et d'histoire de Genève. Il va peut-être aller à Paris. Les impressionnistes, la même chose, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a de spécial, de quelque chose d'important qu'on ne va pas forcément chercher ailleurs? Évidemment, c'est l'art suisse. L'art suisse et l'art genevois, qui est cœur de notre collection, qui est aussi la collection importante, tout en, évidemment, en le plaçant dans le contexte de l'art international, de l'art qui l'entourait. Et on s'est dit aussi qu'on a deux thématiques vraiment très importantes au niveau des genres par rapport à notre collection, c'est le portrait et le paysage. Et finalement, ces deux thématiques, on peut, l'art suisse, le portrait et le paysage, en fait, tous ces thèmes, lignes importants, on peut faire partir de Konrad Witz, fameux
retable de Konrad Witz, parce que d'une part, il s'agit de l'art suisse, mais en même temps, comme vous savez, évidemment, paysage, c'est assez évident, c'est le premier paysage non imaginaire connu en histoire de l'art, et en même temps, le portrait, parce qu'évidemment, avec les portraits de Donator, on peut très rapidement arriver vers l'histoire de portrait. Alors on s'est dit, ça va être notre clé de lecture de cette collection. On va partir de Konrad Witz vers ces deux thématiques, portrait et paysage, tout en parlant de l'art suisse et la plaçant dans l'art international. En fait, on a fait l'accrochage qui était fait en mars l'année passée, on a commencé à la fin, pour les raisons juste pratiques et techniques, on a commencé à la fin du 19e siècle, avec justement, voilà, comme j'ai dit, voilà, le paysage, par exemple, quelques exemples, paysages ou quelques exemples des portraits, vous voyez déjà que c'est extrêmement riche, qu'on peut imaginer plein de choses. Alors, il y a encore peut-être un élément important, juste avant que je passe vers justement les solutions qu'on a trouvées. On s'est dit qu'on aimerait bien, d'une part, être quand même chronologique, prendre comme ligne rouge l'art suisse, l'art genevois et portrait et paysage, mais aussi essayer dans les salles, amener les informations, juste comme j'ai dit tout à l'heure, d'une manière visuelle très claire. Par exemple, nous, ça c'est les salles j'espère qu'on va pouvoir les faire à la fin de cette année, on va faire une salle sur le goût anglais. Le goût anglais, comme vous savez, la peinture anglaise a une énorme influence sur la peinture européenne et notamment sur la peinture genevoise. Et justement, on aimerait mettre dans la même salle, d'une part, les grands portraits, comme vous voyez là, les grands portraits d'apparat de la peinture anglaise de la fin XVIIIe, début XIXe siècle, et mettre à côté un artiste très important genevois, un portraitiste important, Firmin Massot, qui, même période, et aussi d'ailleurs, il connaissait bien, notamment Lorenz, qu'on a portrait juste au milieu, l'a rencontré, qui travaillait à un même moment beaucoup aussi pour les familles genevoises. Mais par contre, on peut voir tout de suite la différence de taille. On voit cette noblesse anglaise qui commandait ces portraits d'apparat qui sont énormes. Vous pouvez voir ici, c'est vraiment de très grandes dimensions. Et les riches genevois qui faisaient les commandes à Firmin Massot, mais ce n'était jamais les portraits aussi grands. C'était les portraits petits, très, très petites dimensions. Souvent même, il y avait des petites boîtes, sortes d'hôtels dans lesquels il y avait plusieurs portraits de famille. Et justement aussi, pas parce qu'ils n'avaient pas ni moyens, ni l'argent, ni capacité. Firmin Massot, il avait toutes les capacités pour faire des grandes compositions, mais simplement, c'était toute autre mentalité. On était dans cette Genève, voilà, aussi avec son passé calviniste, protestant. Imaginer un grand portrait d'apparat chez soi, c'était vraiment inimaginable. Et justement, l'idée de les mettre à côté, ça donne déjà, c'est juste un exemple, ça donne déjà l'information sur cette mentalité, raconte aussi la vie, les mentalités des gens à travers les œuvres d'art. Juste, je vous montre, voilà. Ça. Et justement, on a commencé notre accrochage à la fin du 19e siècle. Juste après la salle, on présente aujourd'hui encore les œuvres des grands paysagers genevois, Calame et Didet. Et d'ailleurs, ça va rester la salle consacrée à ces deux grands paysagistes parce que justement, on n'a plus la salle des impressionnistes, mais on a justement une grande salle de cet paysage genevois qui a joué un rôle extrêmement important en Europe au milieu du 19e siècle, qu'on va aussi refaire un peu, mais la thématique restera la même. Et justement, à la place des salles des impressionnistes, on a commencé notre accrochage avec le paysage moderne. Justement, avec le paysage moderne où on va montrer comment ce thème tout à fait banal finalement de paysage était vraiment une sorte de terrain incroyable
pour les artistes de l'avant-garde, pour les artistes qui amenaient des nouvelles formes de peinture, de nouvelles visions un peu des nouvelles visions à la fin du 19e, début 20e siècle. Où effectivement, on part, c'est juste un exemple, comment on va mélanger ou mettre en scène, d'une part, cette école genevoise de paysage, et après, rapidement, on passe vers le paysage moderne. Aussi, quand je vous parlais de ce problématique des couleurs des murs, finalement, ici, on ne voit pas très bien sur ces images, mais le choix qu'on a fait, finalement, on s'est dit qu'on va garder les murs, pas les blancs, mais les murs blancs teintés. C'est-à-dire qu'on va, par rapport à chaque thématique qu'on présente, on va donner une sorte de petit couleur qui va être à peine visible, mais quand même qui va soutenir les œuvres présentées. Par exemple, ici, on a toute une salle consacrée à un grand artiste suisse, Félix Vallotton, et les couleurs de murs, ils sont très froids, qui correspond pour nous aussi à sa peinture très froide, très particulier. Ils sont une sorte un peu verdâtre, mais à peine. Je vous invite de venir au musée pour voir en vrai, parce qu'évidemment, quand une image, moi j'ai essayé de trouver plusieurs images, mais ça on ne voit pas, avec l'idée qu'on ne reste pas dans le blanc simple, mais en même temps, on fait tout pour soutenir les œuvres. Et effectivement, on a dans ces grandes enfilades, alors de paysages modernes, on arrivait à travers Audelaire, ça je vous dirais, vers Vallotton et le symbolisme suisse, où on a toute une salle consacrée au symbolisme suisse, parce que aussi notre idée, c'était montrer cet art suisse, art genevois, comme quelque chose qui faisait partie de tous ces mouvements de l'art international. Avec les œuvres qu'on a sorties des dépôts, les chefs-d'œuvre de l'art genevois, c'est Schwab, un très grand artiste, symboliste, qu'on a amené dans les salles. Tout en continuant avec les modernités genevoises, avec tout ce qui est suisse, les artistes qui aussi, qui ont tous, ou en tout cas en grande partie, été à Paris aussi et côtoyé aussi les artistes de l'avant-garde suisse, et aussi pour montrer qu'on avait aussi tous ces mouvements, le cubisme par exemple, qui est aussi assez bien présenté. Alors, les cabinets, on a changé les stores et on les colorait en blanc un tout petit peu avec un peu de gris, mais tout de suite, ils sont devenus extrêmement lumineux. Et justement, dans ces cabinets, on a amené encore plus cette idée des mélanges de l'art, des noms qui sont connus par tout le monde, avec les artistes peut-être moins connus, en tout cas par les touristes. Comme par exemple, ici, on a mis ensemble, et on voit que ça tient tout à fait la route, Renoir, Berthe Morisot et aussi un Audelaire précoce, pour montrer qu'évidemment qu'il était dans ses débuts aussi, qui faisait partie de cet art international. On a fait tout un cabinet consacré aux artistes genevois entre-deux-guerres, aux portraits des femmes, qu'on a sorti aussi des dépôts et qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pour juste amener aussi cette ambiance d'entre-deux-guerres et montrer aussi que tous ces artistes faisaient partie de tous ces mouvements. On a aussi imaginé École de Paris et mettre dans le cabinet, qui était aussi très étonnant pour beaucoup de gens, qu'on n'amenait pas les chefs-d'œuvre comme Soutine, Modigliani, par exemple, dans les grandes salles, mais on a mis dans les cabinets pour justement amener les gens dans ces cabinets et montrer ce côté contexte autour de cet art suisse. On avait des belles surprises. Vous voyez ici, dans cette mur, il y a ces deux portraits de Modigliani, qui est tout à fait reconnaissable, d'une femme en noir, et aussi ce portrait qu'on a trouvé, évidemment, parce que notre travail, c'était, on a passé des heures et des heures dans les dépôts en regardant les œuvres,
Et justement, on est tombé sur cette œuvre-là d'un artiste qui dit peu de choses aux gens aujourd'hui, Giannino Marchig, un artiste italien qui s'est retrouvé à Paris. Et en voyant cette œuvre, simplement sans même savoir qui l'a fait, on s'est dit, mais ça doit marcher assez bien avec le portrait de Modigliani. Et on a imaginé les mettre ensemble. Mais évidemment, d'abord, on a fait un peu des recherches, des études par rapport à cet artiste, et notre surprise était immense quand on a compris que cette œuvre était faite même année que l'autre portrait de Modigliani, et en plus, très probablement, Giannino Marchig le connaissait très très bien, il faisait partie aussi de cette diaspora italienne à Paris, il se connaissait très très bien, et lui, il l'a exposé à plusieurs reprises dans différentes galeries avec Modigliani. Ça veut dire que peut-être ces deux œuvres qu'on a imaginé mettre ensemble juste comme ça, visuellement, par rapport à sentiment, d'intuition, il aurait pu être exposé ensemble il y a 100 ans. Et ça, c'est des petites surprises comme ça qu'on a eu beaucoup, et que c'est vrai que ça, pour nous, c'est vraiment des petites surprises, mais aussi grandes découvertes. Aussi, on a imaginé une salle, justement, l'année 2018, c'était l'année Audelaire. Et tous les chefs-d'œuvre d'Audelaire, en tout cas, le musée d'art et d'histoire garde une grande collection d'Audelaire, environ 150 tableaux, des centaines et centaines de dessins, des carnets, mais les œuvres les plus importantes, iconiques d'Audelaire, il était mobilisé pour une exposition au musée Rath Parallélisme qui devait après partir à Berne. Et justement, cette salle Audelaire, on a dû enlever les œuvres, mais on a imaginé une salle changeante, une salle dans laquelle on a imaginé mettre les œuvres de différentes périodes, mais réunies par même thématique. C'était consacré au baigneur. Et évidemment que ce n'est pas un thème aussi anodin, parce qu'évidemment, se dévêtir en public, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et aussi, cette thématique a intéressé beaucoup les artistes modernes. Et on a imaginé aussi cette mélange d'œuvres où un artiste genevois, Daniel Hilly, ici, tenait totalement la route à côté de petits Renoirs à côté. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a aussi imaginé cette mélange des grands artistes renommés et les artistes plus confidentiels, ceux qu'on connaît peut-être moins. D'ailleurs, cette salle, elle va redevenir salle Audelaire. En mois de mai, on va changer cet accrochage, on va enlever ça. Autre problématique, en fait, une chose qu'on a emmenée aussi dans cet accrochage, pour le principe, je dirais, important qu'on a amené dans cet accrochage, c'est le principe de créer quelques salles changeantes. Pourquoi faire ça? Parce que, comme j'ai dit, 10 000 œuvres, 400 qu'on peut exposer, évidemment, on est frustré. Alors, l'idée de changer 1 à 2 fois par année quelques salles sur thématique avec les œuvres de la collection, ça permet d'une part montrer au public les œuvres qui se trouvent aux réserves, mais d'autre part, c'est extrêmement important pour mes collègues, parce que je peux vous dire que, évidemment, que l'équipe est grande au musée d'art et d'histoire, les places d'exposition ne sont pas énormes, et les possibilités de faire d'exposition non plus, et moins on fait les expositions, plus on a peur de les faire. Plus on imagine plein de choses, et plus on a besoin de s'entourer des scénographes, des spécialistes, des gens, amener beaucoup d'argent pour les faire, parce qu'on a de plus en plus peur. Et justement, si on a la possibilité de les faire régulièrement sur une plus petite échelle avec la collection du musée, ça permet aussi une sorte de formation aux collègues qui peuvent aussi se servir de ces salles comme laboratoire de leurs idées, préparer et réfléchir aux grandes expositions à travers ces salles. Et justement, la salle, cette enfilade des salles, il y a 2 grandes salles. Première salle par laquelle on commence souvent la visite avec Konrad Witz et tout ce qui est autour de cette époque, terminait toujours avec salle symétrique qui souvent était consacrée à l'art contemporain. Et c'est vrai que le problème de notre collection, comme j'ai dit, à partir des années 40, on a plusieurs ensembles importants, mais on a beaucoup de lacunes dans cette deuxième partie du XXe siècle. Et c'est vrai que par ensembles différents, ils étaient tous déjà montrés d'une manière ou l'autre. C'est-à-dire que quelque part,
on raconte cette histoire de l'art, mais on est un peu bloqué aux années 40. Et après, on essaie de montrer qu'on peut aller jusque plus loin, mais en fait, on ne peut pas tellement, parce qu'on n'arrive pas vraiment à la raconter d'une manière continue comme on a fait jusqu'à présent. Et du coup, on s'est dit, on va enlever ce problème, parce que cette salle, voilà, il était toujours consacré à la fin du parcours, c'est-à-dire qu'au Dradewietz, on termine avec l'art contemporain, mais on a décidé qu'on va terminer désormais notre parcours avec la salle changeante. Salle changeante qui va changer, au début, moi j'aurais beaucoup aimé que ça change 2 fois par année, mais pour les raisons financières, pratiques et autres, pour le moment c'est 1 fois par année. Alors l'année passée, on a fait comme, c'était l'année Audelaire, on a imaginé un accrochage Audelaire intime, c'est-à-dire qu'on avait les œuvres qui restaient quelque part avec nous, les meilleures œuvres, meilleures peut-être c'est pas un bon mot, mais les œuvres les plus iconiques, les plus importantes connues d'Audelaire est partie à l'exposition au Musée Rath et à Berne, et avec tout ce qui est resté, on a imaginé cet accrochage Audelaire intime, on a pu montrer les œuvres aussi qu'on montre rarement, comme aussi mobilier de son salon fait par un grand, on dirait aujourd'hui designer viennois Hofmann, aussi cette œuvre que vous direz jamais que c'est Audelaire, c'est la copie d'Audelaire de Calam. Voilà, c'est une œuvre évidemment qu'on montre très rarement parce que et pourtant il est très important pour comprendre d'où il est venu, comment il est arrivé vers cette thématique de paysage. Évidemment que ça c'est une œuvre iconique qui était à l'exposition, ou par exemple cette œuvre-là qui est une œuvre qui se trouvait sur son chevalet au moment de sa mort, une œuvre inachevée où il attend vraiment une sorte de simplicité extrême, mais évidemment que c'est une œuvre extrêmement touchante, importante, mais on ne va pas la montrer avec les œuvres achevées, avec les œuvres iconiques d'Audelaire, tandis que quand on imagine de présenter cette Audelaire intime, on peut la mettre. Et justement, le 9 mai, on va changer cette salle, comme ces salles changeantes, comme cette année, c'est année un peu, comme on appelle ça au musée Saison Antique, avec une grande exposition avec les œuvres venues d'Arles sur César et le Rhône, on a imaginé faire un accrochage, différentes œuvres, autour de thématiques de métamorphose, de vide, qui va nous lier avec cette saison antique, mais qui nous permettra de montrer les œuvres totalement différentes, comme en artiste genevois Giron, par exemple, ou Vallotton, ou Marcus Retz, ou André Masson, qui sont tous été inspirés d'une manière ou l'autre par cette grande chef-d'œuvre de la littérature antique, Métamorphose. Et peut-être aussi, je regarde, voilà, je ne voulais pas dépasser 1 heure, c'est ça. Voilà, j'aimerais, ça c'est un peu, ces images, c'est un peu la publicité pour l'exposition qu'on va montrer, on prépare pour Musée Rath, le vernissage c'est le 13 juin. C'est aussi, moi je trouve c'est intéressant parce que justement, c'est une exposition qui, on a appris qu'on peut de nouveau disposer le Musée Rath, que ça redevient notre espace d'exposition, en automne 2018. Évidemment, la première demande politique, c'était il faut absolument faire une exposition. Mais on était à quelques mois, finalement, à 8 mois d'exposition. Imaginez avoir les prêts, imaginez la thématique en tellement peu de temps, c'était quand même difficile. Et du coup, on est parti sur ce thème silence au pluriel. On imagine l'exposition expérience, exposition qui va parler de cette problématique de silence. Est-ce que les œuvres, la peinture, c'est vraiment la poésie muette? Est-ce que c'est vraiment l'art silencieux? Elle peut être criard, cette silence, elle peut se montrer par manière différente. Et c'est une exposition qui va exploiter beaucoup d'œuvres de la collection du Musée d'art et d'histoire. On a une bonne tiers d'œuvres parmi les différentes œuvres qui viennent des différents pays des prêts, les œuvres du Musée d'art et d'histoire. Et ça, c'est aussi un peu une expérience, je ne dis pas inédite, mais rare, qu'on s'est dit qu'on va se baser sur nos œuvres
en ajoutant les œuvres importantes qui vont aussi nous aider à les comprendre, les étudier et développer un sujet un peu large. Voilà, ce sera une exposition qui va durer jusqu'à fin octobre et on espère qu'elle va vous plaire et on va, en tout cas, on va voir vraiment des belles œuvres à cette exposition. Et juste, évidemment que je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais je voulais juste vous dire que c'est vrai que ce travail sur l'accrochage, c'est important, mais c'est un travail extrêmement passionnant. Ça permet aussi de travailler en équipe et imaginer, imaginer qu'est-ce qui peut penser le public, comment il faut faire, comment nous on veut parler des œuvres, et aussi imaginer plein d'autres projets en parallèle, parce que plus en plus, on s'est dit que, qu'en découvrant un certain nombre d'œuvres, on dit il nous manque catalogue de telle collection, catalogue de telle collection. Moi, je vois juste en face de moi Frédéric Heltzig qui a collaboré pendant plusieurs années, j'espère qu'il va continuer avec Musée d'Art et d'Histoire, et grâce à cet apport universitaire, on a pu étudier plusieurs collections importantes du musée, parce que nous, évidemment, on n'a pas, souvent, on n'est pas forcément les spécialistes de tous les domaines, on n'a pas ni le temps ni la possibilité de faire la recherche fondamentale. Et c'est vrai que ce travail sur la collection, ce travail d'accrochage nous aide aussi de comprendre les points faibles, les parties des fonds qu'il faut étudier, qu'il faut restaurer. Et c'est extrêmement important pour mettre en valeur cette collection qui, j'espère, va être très très bien présentée dans le futur nouveau musée qui va s'ouvrir, on ne sait pas quand, mais je suis sûre qu'il va s'ouvrir, et que tout ce travail, c'est aussi, comme j'ai dit, c'est travail aussi de laboratoire pour réfléchir, pour aller de l'avant, pour se préparer pour ce nouveau musée. Et aussi, peut-être dernière chose que je voulais vous dire, que sincèrement, après ces 1 année et demie passée au musée d'art et d'histoire, je réalise que c'est un musée dans lequel il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de gens extrêmement compétents, des gens aussi passionnés, parce qu'on a une chance de travailler aussi avec les choses qui nous intéressent, avec notre passion. Mais peut-être, il nous manque peu de choses, mais on y travaille, et je pense que ce travail sur les collections de l'accrochage va y contribuer. Il nous manque peut-être, je dirais les choses banales, mais je suis convaincue que c'est ça, l'amour de tous les collaborateurs pour leur collection et connaissances, et l'amour du public, qui va voir que ce n'est pas le musée provincial, c'est le musée qui garde vraiment des œuvres d'une grande importance et qui vraiment garde les œuvres qui seront importantes pour l'histoire de l'humanité et en particulier histoire artistique, esthétique de Genève. Et je pense qu'on va y arriver parce qu'on a déjà compris le but et ça va venir. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Évidemment que je suis là pour vos questions. Merci beaucoup, Lada, pour cette présentation, pour nous avoir introduit, si j'ose dire, dans les coulisses du musée. Les coulisses, c'est au théâtre, mais enfin, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas d'ordinaire, ce qu'on ne connaît pas d'ordinaire, mais qui permet de comprendre mieux la vie du musée. Alors, je suppose qu'il y a quand même des questions qui vont être posées, peut-être que certains d'entre vous ont visité les salles depuis les changements apportés. Peut-être ne sont-ils pas toujours d'accord. Bernard? Alors moi je suis totalement, enfin plus que d'accord. Je tiens vraiment à vous remercier de votre présentation, bien entendu, et du travail qui est derrière. Je crois qu'on peut dire qu'il y a quelques décennies, beaucoup de décennies peut-être, qu'on attendait que ce musée reparte sur une base qui, me semble-t-il, est de simple bon sens, à savoir de partir des spécificités locales et régionales des collections qui sont irréductibles à
d'autres spécificités plutôt que de cultiver une sorte de complexe d'infériorité à l'égard de Milan ou de Paris. Je me rappelle lorsque le regretté professeur Federico Zeri venait nous rendre visite à Genève. C'était un homme qui avait non seulement une grande culture mais un profond humour. Il disait « J'adore venir à Genève parce qu'au musée rien ne change jamais ». Et donc je n'ai pas de surprise. Donc je crois que vous entreprenez un travail qui est véritablement historique et je vous en félicite, je vous remercie. J'avais juste une petite question qui est d'ordre un peu méthodologique par rapport aux couleurs de fond de mur. Est-ce que, puisqu'il est question de restaurer le bâtiment, comme vous savez, c'est un sujet brûlant à Genève depuis des années et des années, il n'y a pas véritablement encore de projet de restauration détaillé, mais est-ce que vous auriez envisagé, par exemple, de retrouver le traitement des salles de 1910 ? Je devine votre réponse, mais je voulais, disons, dans un cadre de restauration, savoir si le fond de mur appartient aux œuvres présentées ou est-ce qu'il appartient au bâtiment. Merci beaucoup pour vos paroles et aussi, c'est vraiment, ça me touche beaucoup tout ce que vous dites. Effectivement, on a pensé à ça et merci pour cette question, cette remarque, parce qu'on a pensé, évidemment, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est retrouver la couleur des murs en 1910, parce que c'est aussi, vous avez raison, c'est une grande question, ça appartient au bâtiment, mais ça appartient aussi à l'histoire de ce bâtiment. Et ça peut être aussi une de méthodologies à utiliser qui est vraiment plutôt bonne pour repenser aux couleurs des murs. Mais par contre, on ne pouvait pas vraiment faire ça parce qu'évidemment il fallait faire toutes sortes de recherches, étudier ça, et on m'a clairement dit, c'est tout à fait compréhensible, que peut-être cette réflexion et cette partie des choses on va faire au moment quand le musée, on va fermer le musée, il y aura tous les travaux et ces discussions qu'on peut avoir avec les architectes, les gens qui, voilà. Et on était un peu arrêtés dans notre élan par rapport à ça, et que je comprends, parce que c'est vrai que c'est tout un travail important, et surtout que la difficulté de cette méthodologie, c'est que pas forcément les salles dans lesquelles aujourd'hui, par exemple, on expose les antiquités grecques, c'était les mêmes salles à 1910. Et alors du coup, est-ce qu'on va encore plus loin? On va retrouver ça, je pense que ça va être presque impossible et difficile, vu aussi la nouvelle, comment dire ça, souhait au niveau de politique de faire aussi une partie historique dans ce musée d'art et d'histoire. Voilà, et aussi c'est compréhensible parce qu'on veut aussi un nouveau musée qui va parler du passé, mais aussi qui va voir l'avenir. Ça va être difficile de juste recopier tout ce qui a été fait en 1910, mais évidemment, cette réflexion doit être là. Et si du coup on se retrouve dans la même salle des Beaux-Arts où c'était en 1910, ça sera vraiment une bonne idée à réfléchir si on ne doit pas complètement, ou en tout cas faire au moins une salle qui va reconstituer un peu le musée à ses origines. Ça, c'est tout à fait juste. Oui, merci beaucoup. J'avais juste une petite autre question. Est-ce que le nouvel accrochage va entraîner, le moment venu, un nouveau catalogue? Le musée, il est en train de préparer un petit... Bon, c'est pas forcément le catalogue, c'est guide des collections, c'est un petit ouvrage préparé maintenant par notre directeur pour son départ sur les chefs-d'œuvre du musée, mais c'est clair que moi je dirais que non seulement le catalogue, mais les catalogues, il faut qu'on les fasse, parce qu'effectivement, il y avait tout un travail, comme j'ai cité tout à l'heure, qui a été fait par Frédéric notamment, sur le fond flamand, hollandais. Il y a aussi Mauro Natale qui a travaillé sur les peintures italiennes, mais on a catalogue de la peinture française qui nous manque. Moi, je ne parle même pas suisse, genevois. Voilà, il y a allemand aussi, anglais. Bon, on a tout en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment
travailler sérieusement avec l'université et faire tout un programme sur plusieurs années, dès plusieurs parties. Moi, je regarde à Frédéric, comme on a déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment urgent. Il faut vraiment qu'on arrive sortir des catalogues et réfléchir aussi peut-être à un ouvrage qui va reprendre, je ne sais pas, soit pas les chefs-d'œuvre, mais des jalons de notre collection pour la présenter au public, parce qu'aujourd'hui, même quand on va à l'étranger, on veut parler de notre musée, on n'a pas grand-chose à donner. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement important, mais ça aussi, je pense que ça ira aussi avec l'instauration, je ne sais pas si on arrivera avant la fermeture d'une librairie, par exemple, voilà, une vraie librairie au musée, c'était le cas il y a un certain nombre d'années, et c'est vrai que je pense que ça nous manque et que ça va faire partie de toutes ces réflexions autour et des catalogues et voilà, de ce nouveau visage du musée. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous remercie pour votre brillant exposé et pour votre travail fabuleux. Et il est certain que nous allons tous nous rendre très rapidement au Musée d'Art et d'Histoire pour apprécier le nouvel aménagement des collections. Je me demandais si ce nouvel aménagement favorisait ou voudrait favoriser une sorte de démocratisation de l'institution muséale et plus particulièrement pour le domaine des beaux-arts. Merci. Comment dire? Oui, vous avez raison, dans le sens que, comment dire ça, quand je suis arrivée en Suisse, effectivement, moi, j'ai une chose qui m'a surprise beaucoup dans le domaine de musée, parce que Pierre a dit tout à l'heure que je suis née déjà presque dans le musée, parce que mes parents, ma mère était conservatrice en chef, mon père était directeur dans le musée, mais il était musicologue, c'est pour ça que je suis allée en histoire de l'art, évidemment. Mais c'est vrai qu'à l'Union soviétique, il y avait beaucoup de problèmes, mais une chose qui était vraiment fort, c'est quand même ce côté de la démocratisation de la culture. Évidemment, on sait bien pourquoi c'était, parce que tout passe par idéologie, la culture aussi, c'est l'instrument, ça peut être un instrument d'idéologie, ça on peut dire, mais par contre, les classes entières allaient au théâtre, au musée, ça faisait partie de la vie de tous les jours, et c'est la première fois, je me rappelle très bien, à la Chaux-de-Fonds, quand j'ai rencontré les gens qui me disaient, mais comment, quand je disais, mais venez, on a une autre nouvelle exposition, ils disaient, mais comment il faut s'habiller pour venir au musée? Et pour moi, c'était quelque chose juste inexistant. Et c'est vrai qu'ici, malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas le lieu familier. Et souvent, quand on dit musée, on dit c'est lieu élitiste, poussiéreux. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille de début quand je suis arrivée à la Chaux-de-Fonds. Parce que c'est vrai que c'est très difficile aussi de trouver un équilibre entre devenir quelqu'un qui va faire, je ne sais pas, des énormes fêtes voilà, au musée tous les jours, à tel point qu'on va oublier la collection, mais en même temps ouvrir les portes à tout le monde, aux enfants, aux gens qui ne sont pas habitués par leur famille, par leur formation, de venir au musée. Ça, c'est un équilibre. Moi, je pense qu'on a trouvé à la Chaux-de-Fonds, et j'espère beaucoup il y a déjà le travail qui est fait aussi au Musée d'Art et d'Histoire, par médiation par rapport à ça, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je vous donne juste un exemple qui paraît... Voilà, on a, à la Chaux-de-Fonds, on a créé les premiers en Suisse, les visites qui ont eu énormément de succès, je crois qu'ils ont toujours beaucoup de succès, les visites pour célibataires. Évidemment qu'on m'a dit au début, mais ça va, qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes pas une agence matrimoniale, le musée d'art et d'histoire. Et moi j'ai dit non, mais on doit jouer le rôle dans la société. Aujourd'hui, les gens qui veulent se rencontrer, qui apprécient les mêmes choses, ils n'ont plus les lieux pour le faire. Et si on imagine que les gens, ils aiment beaucoup la peinture, voilà, pourquoi pas ne pas créer ces visites qui vont être différentes chaque fois, qui vont permettre aux gens de se rencontrer sur la base de notre musée, pourquoi pas? Parce que l'idée que chaque fois, les gens venaient voir une collection avec un regard différent, et on avait des énormes quantités de personnes qui venaient, et c'est vrai que ça a eu beaucoup de succès, et ça, je trouve qu'on a pu trouver cet équilibre
entre faire quelque chose complètement... Parce que le cœur de ces visites, c'était quand même les visites et la collection. Mais ça permettait aux gens de partager aussi leur passion autour des œuvres d'art, autour de la collection. Et ça, c'est juste un petit exemple, mais on peut, un petit exemple, mais on peut trouver les autres façons de faire. Et effectivement, voilà, de démocratiser, c'est quelque chose de très important, juste en se disant chaque fois qu'il ne faut pas dépasser certaines limites aussi. Il faut être toujours très attentif par rapport à ça, parce que on peut les vite dépasser. Voilà. Et ça, c'est vraiment important, garder l'essentiel du musée, qui est quand même lieu de mémoire, lieu de vrais objets. Et encore juste une petite chose, je dirais toujours, par exemple, on a amené beaucoup d'enfants au musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, et on me disait, mais pourquoi vous voulez amener les enfants, vous voulez que tous deviennent historiens de l'art, etc. Je dis non, c'est parce qu'aujourd'hui, on a peu des lieux où on peut être confronté ou dialoguer avec le matériel, le vrai. Parce qu'on peut, voilà, il y a beaucoup de choses virtuelles, mais c'est finalement seul lieu, le musée, où on peut côtoyer les vrais objets et aussi voir les images en vrai et les comprendre, parce qu'on est tellement manipulé par les images, on est tellement, voilà, et on n'apprend pas à lire les images. Et ça peut être le lieu, le musée, où on apprend à lire les images, on apprend à voir les vrais objets. Et ça, je pense qu'on doit trouver notre niche et notre place aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup pour votre présentation. À propos des enfants, est-ce qu'il y a des initiatives avec éventuellement le département de l'éducation et le musée pour amener un peu les écoles, voir la collection renouvelée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait à ce niveau ou... Oui. Mes collègues de la médiation, ils font un grand travail avec les écoles, ils amènent beaucoup de classes. Maintenant, justement, hier, j'ai appris que pour notre exposition Silence, il y a déjà 70 classes qui étaient inscrites pour visiter l'exposition, qui me réjouit. Non, il y a un grand travail, évidemment, on comprend tous que si quelqu'un n'a pas venu au musée quand il était petit, il y a moins en moins de chances qu'il viendra quand il devient adulte, parce que ça ne fait plus partie de ses habitudes, et il est plus familier avec ça. Et c'est important de le faire. Alors non, ça se fait, mais on aimerait continuer à imaginer plein d'autres choses, évidemment. Si vous voulez passer. Merci beaucoup pour votre nouvel accrochage qui est un véritable cadeau que vous nous faites. Je fais partie des visiteurs réguliers du musée. Ça fait 40 ans que je me promène dans ces salles et vous nous avez fait découvrir des œuvres qui étaient là dans les réserves et qu'on n'avait jamais vues et qui sont tout à fait magnifiques. Et ma question est la suivante. Justement, quand on va régulièrement au musée, on aime à la fois retrouver de vieux amis, mais on aime aussi faire des découvertes. Dans quelle mesure est-ce qu'il est compliqué dans l'exposition permanente de changer juste 1 ou 2 ou 3 tableaux? D'après vos explications, tout se tient. Aucun voisinage n'est dû au hasard ou à une petite fantaisie. Donc, est-ce que c'est imaginable? On va 3-4 fois par année et chaque fois on découvre un petit truc, hormis les 2 salles que vous prévoyez de faire, donc ces salles laboratoires d'exposition semi-permanentes. Oui, d'une part c'est compliqué, effectivement, pas parce qu'on est tellement parfait, voilà, tout se tient, mais c'est vrai que, voilà, il y a 2 tableaux, entre eux il y a certains espaces, on est déjà contrainte, on doit mettre telle dimension et pas une grande, par exemple, ou on connaît qu'un tableau peut manger l'autre, si j'ose dire comme ça, parce qu'il est trop coloré ou il est trop grand, il attire trop attention et les autres on les voit plus, ou ça entre pas dans le propos qu'on a là, c'est compliqué. Mais par contre, une chose qu'on fait pour avoir ces surprises, je suis d'accord avec vous, je suis aussi visiteur du musée et j'aime bien aussi ces surprises, c'est qu'on prête beaucoup d'œuvres. Et maintenant, la décision que vraiment, pour moi, c'est très important,
on ne va plus laisser les trous entre, justement, on va profiter de ces prêts pour amener les œuvres, même si c'est compliqué, mais pour amener les autres œuvres à la place. Et normalement, à partir de maintenant, ben voilà, à partir plutôt de mois de mai, vous ne devez plus avoir les trous, mais plutôt les surprises dans l'accrochage. On va régulièrement, on ferait vraiment tout ce travail. Tout de suite, dès qu'on sait que cette œuvre va être prêtée, on cherche tout de suite un remplaçant pour justement amener ces petites surprises. Moi, je comprends très très bien, vous avez totalement raison. Il n'y a pas seulement les prêts, il y a aussi les œuvres qui sont parties en restauration. Oui, tout à fait. Oui, il y en a oui, un certain nombre. bien sûr. À la restauration, prêt, voilà, ça c'est les œuvres qui, pas disparaissent, mais qui partent en certains moments des salles. C'est ça que, voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Non, bien, je crois que nous allons maintenant lever la séance en te remerciant encore une fois. Merci. Pour ce très brillant exposé qui nous a beaucoup appris sur le fonctionnement du musée. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.